Bonjour à tous, merci d'être venus au quart des finales du plaidoirie du manager. Nous avons jusque-là assisté à de très belles prestations et bravo pour les candidats qui sont arrivés jusqu'à ce niveau. Nous allons tout d'abord remercier notre parrain PWC qui nous soutient, nous accompagne dans toutes nos activités. Nous allons également remercier nos différents sponsors, la Villa Florentine, Air France, le groupe SEB, Euronews. Nous remercions également les membres du jury venus nous accompagner ce jour. Alors, les jurys sont constitués de M. Jérôme Crochet, chez PWC, M. Robert Bérou, centre de l'accompagnement des dirigeants, Denis Bouillet, enseignant à l'Université Jean Moulin Lyon 3, M. Gilles Chauvin, dirigeant fondateur Ormea Conseil, M. Édouard Rabatel, avocat chez IDES, et enfin M. Antoine Lefranc, écrivain et ancien finaliste des PDM. Nous vous remercions d'être venus nous accompagner aujourd'hui. Cher jury, cher peuple de Verbatim, chers EMLiens tous réunis et cher Paul Dupuis, oui toi non plus je ne t'oublie pas. Merci d'être là encore une fois aujourd'hui, d'être encore plus nombreux. Vous avez raison, avant c'était moins bien, c'est le principe. Alors Dieu créa le monde, le reste c'est Made in China. Quand nous avons vu le sujet, nous avons tout de suite beaucoup ri. Je sais bien, et je rejoindrai Voltaire sans le citer, que l'art de la citation, c'est l'art de ne pas savoir parler par soi-même. Or, cette citation n'en est pas une, puisqu'elle ne provient de personne. Après avoir recherché pendant longtemps sur l'interweb et ses méandres, je vous prie de m'excuser, nous n'avons trouvé sa source que sur des sites au design très ergonomique et au sérieux apparemment donc il n'y a pas besoin de questionner le sérieux, tels que expressionsalacon.com ou encore une fois les citations les plus MDR, chapeau sur Facebook. Dieu créa le monde. Alors déjà, Dieu, quel Dieu? Oui, parce que Dieu, chacun le sien. Je me suis d'abord dit ça et puis je me suis dit que ce serait partir peut-être un peu loin que d'explorer tous les dieux, et étant dans une école de commerce bien à droite, je me suis dit, bon écoutez, un dieu catholique ça ira à tout le monde. Un soir, il bute un matin, et la lumière fut, et tout le tout-team, la Genèse, tout le monde la connaît. Made in China, c'est quelque chose que tout le monde connaît aussi, de par sa jeunesse et jusqu'au fin fond de sa vie, dans tous les objets de consommation. Des Happy Meal aux fenêtres, aux portes, aux stylos, aux chaises, aux tables, à ton pull, à ta chemise, à ton fut, à toi, même s'il est chouette, c'est Made in China. Mais est-ce limité aux objets de consommation? Eh bien je dis non, et j'en veux pour preuve cette étude relayée par l'Express à la baguette, et c'est le cas de le dire, Angelo Paratico, excusez-moi, historien italien qui révèle que même la Joconde serait chinoise. Oui, vous avez bien entendu, la Joconde serait chinoise. Ce qui m'en fait venir, je m'excuse, à le point principal de mon introduction, les Chinois sont partout. Bon, alors, je vous rassure tout de suite, les Chinois sont partout, c'est facile à dire, et c'est même raciste. Mais moi, je ne suis pas raciste, attention. J'ai moi-même un très bon ami chinois. On calcule des coûts. Trêve de plaisanterie, encore une fois, au sujet Dieu créa le monde, mais le reste c'est Made in China. Je m'en vais tout de suite démonter les deux parties de cette phrase, puisque c'est très simple pour nous, Ryan et moi, qui admirons ce Dieu de gloire qui est à la base de toute création. Dieu a créé le monde, mais pas que. Et c'est important. Et tout le reste n'est pas Made in China. Même si, ne l'oubliez pas, les Chinois sont partout. Très bien, Dieu créa le monde, mais pas que. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu, déjà, la base de tout, c'est que Dieu a créé le monde, bien sûr.
Et ça, il en va du plus naturel. Tout le monde a lu la Bible et je ne vais rien vous apprendre. Quand on voit la nature qui nous entoure, les aurores boréales, les rivières, les montagnes, les lacs, les éperviers, la forêt, les fleurs, les marguerites, comment peut-on douter qu'il n'y ait une intelligence créatrice derrière tout ça? Et en 6 jours, s'il vous plaît, en 6 jours. Parce que le 7e, Dieu, pour profiter du premier chill du dimanche de l'histoire de l'humanité, lui chargea un mec, David, de guetter sur tout ça. Et vous connaissez la suite, David guetta. Merci. Quand on voit toute cette beauté qui nous entoure, disais-je, on ne peut douter d'une seule seconde que Dieu en soit, ou tout du moins une intelligence supérieure, en soit le créateur. Mais pour nous, Ryan et moi, admirants et fervents d'un Dieu tout-puissant, ce n'est pas que le créateur, ce n'est pas que ce grand horloger cher à Voltaire que je citerai encore une fois, c'est aussi lui qui, comme disent les jeunes, gère les bails. Pourquoi Dieu gère les bails? Eh bien, parce que vous ne pouvez nier que dans un monde où tout est si bien huilé, excusez-moi, ce ne soit du ressort du hasard, et je ne parle pas d'Éden pour les plus fouteux d'entre vous. Ici, je parlerai bien sûr d'un monde où il y a des équilibres qui ne se renversent pas, un monde où une partie du monde chie dans de l'eau qu'une bonne partie du monde n'a pas, un monde, excusez-moi, où on se force à manger des légumes qu'on a en trop en se justifiant sur des gens qui, encore une fois, n'en ont pas. Pour certains, Dieu, et c'est pour ça qu'il gère les bails, c'est aussi une source de soutien, de support. J'invoquerai, encore une fois Voltaire, si ce n'était le seul auteur que j'avais en tête depuis le début de cette plaidoirie, et son Te Deum chanté dans les deux camps. Néanmoins, j'invoquerai ici une autre source bien plus contemporaine, Bruce Tout-Puissant. En effet, dans Bruce Tout-Puissant, vous vous rendez bien compte que Dieu ne fait pas juste créer le monde. Dieu, on l'appelle pour du soutien, et Morgan Freeman est débordé toute la journée. Pour appuyer mon soutien et finalement dire que Dieu n'a pas fait que créer le monde et qu'il est d'une aide qui est parfois invisible mais qui est en tout cas toujours utile, je citerai Al Pacino qui disait « J'ai demandé à Dieu un vélo, mais Dieu ne marche pas de cette façon, alors j'ai volé un vélo et j'ai demandé pardon à Dieu. » Ce qui résume très bien notre position. Et nous en viendrons à notre deuxième point, le reste, tout le reste, est-ce vraiment made in China? Alors je vous vois arriver et vous rejoindrez mon introduction, les Chinois sont partout, dans les NEM-P3, dans vos baskets Nike, Adidas et dans vos parties de ping-pong les plus endiablées. Et vous pensez que les Chinois créent tout, mais c'est faux, nous disons-vous. Vous disons. D'une part parce que le format de la phrase en lui-même, Dieu créa le monde et tout le reste, ce sont les Chinois, vous fait croire tout de suite que les Chinois ont créé tout le reste. Or, créer, revenons-en aux fêtes, toujours les fêtes et rien que la fête, créer c'est quoi dans les bonnes définitions des bons Larousse? Créer c'est tirer quelque chose du néant, faire de rien quelque chose, donner l'existence à quelque chose qui n'existait pas encore, éventuellement à partir d'autres éléments. Mais ce n'est pas le cas du Made in China, ou alors c'est tiré à partir de beaucoup d'autres éléments. Ce que nous voulons dire par ici, c'est que les Chinois, pour nous, ne créent pas, ils copient. Dans ce cas-là, la phrase serait vraie si encore c'était Dieu créa le monde et le reste, c'est du Made in China approximatif et de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas cette citation. Nous en voulons pour preuve ces nombreux exemples de pâles copies chinoises comme la ville de Hangzhou à 200 km au sud de Shanghai. Non, moi je pars pas du tout à Shanghai en septembre, mais j'ai pas du tout envie de le cacher. Mais aux 200 km au sud de Shanghai, où un riche entrepreneur a commencé la reconstruction du quartier entier entourant les Champs-Élysées, ou encore le Dakele 3, copie conforme de l'iPhone 6 sorti à peu près au même moment. Vous aurez compris mon point, les Chinois ne créent pas, ils copient. Mais c'est normal qu'ils copient! Voilà, tout le monde ne peut pas avoir l'imagination débordante des Anglais, des Américains qui dominent aujourd'hui notre culture globalisée. Non, les Chinois n'ont pas beaucoup d'idées.
mais on ne peut pas leur en vouloir. Déjà, ils sont partout, ils vont pas en plus avoir toutes les idées du monde. Et j'en veux pour preuve cet exemple. J'ai 3 amis, ils s'appellent Chu, Fu et Su. Eh bien, ces 3 amis se sont bien vite rendus compte, à leurs dépens, que la culture anglaise et américaine avait peut-être quelque chose qu'ils n'avaient pas. Chu est arrivé aux États-Unis et a voulu faire plus classe, a voulu copier en quelque sorte, et il s'appelle maintenant Chuck. Eh bien, Fu et Su sont rentrés direct en Chine. C'est bon, vous l'avez? Bon, il y a une chose cependant qu'on ne peut pas renier aux Chinois, c'est leur redoutable efficacité. Et oui, les Chinois produisent aujourd'hui plus de 25% de la production mondiale, et c'est un fait que l'on connaît. Il faut dire qu'en Chine, l'éducation est aussi plutôt sévère. Oui, pour être très simple, si tu fais pas du karaté, des maths ou à la rigueur des nems, bon bah, pas grand chose à foutre en Chine, quoi. Ou alors tu vas faire la même chose en open copy en Afrique. Et ça marche aussi. Et c'est pour ça que nous en venons au fait, les Chinois ne créent pas, ils copient. Et puis la Chine, ce n'est pas non plus tant le golden age du Made in China en ce moment. Il y a 10 ans, ok, c'était l'atelier du monde, l'expression se valait, pas de problème. En effet, maintenant, des pays moins chers en main-d'œuvre, comme les pays d'Asie du Sud-Est, attirent de plus en plus d'entreprises étrangères. Nous pouvons donc dire très justement que si la Chine ne perd pas le Nord, elle a le Sud au cul. Vous l'avez saisi, donc le Made in China est loin d'être source de création, mais plutôt de production, voire de copie. Cette aliénation au travail, qui paraît bien ancrée en Chine, est sûrement un héritage de la Chine populaire et du communisme. Et justement, pour parler communiste, contentons tous les communistes de cette salle. Oui, je sais. Et prenons l'hypothèse inverse. Et si finalement, Dieu n'existait pas? Et si Dieu n'existait pas, eh bien cette phrase de même se dénire. Je n'irai pas jusqu'à vous exposer en longueur les théories de l'évolution, de la très chère à Darwin, ni en reparlant de la théorie du Big Bang. Néanmoins, j'aimerais juste rappeler, comme je disais en introduction, qu'il n'y a peut-être pas qu'un Dieu, mais que chacun a son Dieu. Et quand on voit le nombre de dieux qui existent sur cette planète et dans les cultures qui se sont succédées, cela nie de par le même cette phrase. Rappelons-nous simplement, petit point de vue culturel, que Mine en Égypte était le dieu de l'érection, Eunostos la déesse de la meule à grains en Grèce, et Siamites le demi-dieu des haricots. Mais vous savez quoi, c'est la fin justement des haricots. Et venons-en au fait. Ryan, s'il te plaît. Merci. J'ai envisagé l'hypothèse où Dieu n'existe pas, et vous comprenez, je perds un peu mes moyens là maintenant devant vous, tout simplement parce que je n'ose pas depuis tout à l'heure vous dire la vérité. Oui, Dieu n'existe pas, mais les Chinois non plus. Ou plutôt, n'existe plus. En effet, nous avons mené notre propre enquête. Revenons-en au début du début, à l'origine de l'origine. Les Chinois, peuple originaire de Sibérie, enfin descendants de Sibérie, dont ils tiennent le pli épicantique très plissé qui nous donne ces yeux que les plus myopes d'entre nous envieraient, viennent de Sibérie. Et c'est un peuple ancestral, je ne le nie pas, qui a inventé beaucoup de choses. Bien des années plus tard, en pleine guerre froide, alors que l'opposition entre capitalistes et communistes fait rage, Eisenhower, que vous voyez ici, en présence d'une créature non identifiée, après l'expédition de Roosevelt et la découverte d'un homme bizarre, s'en est débarrassé en les envoyant chez son pire ennemi, les communistes représentés par le sournois Mao.
Néanmoins, ils ont pris beaucoup de temps avant de s'implanter en Chine et de finalement, dès les années 70, supplanter à peu près tous les Chinois. Et ceci est prouvé par mes propres recherches. Dès les années 70, en effet, les rapprochements avec l'Occident se font de plus en plus prononcés. En 75, une loi économique prononcée non pas par Mao lui-même, mais par Zhou Enlai, envoie la modernisation vers le capitalisme. Mais, plus surprenant, comment expliquer certains faits étranges? Comme cette fois où un Chinois trouve un alien qu'il met, et c'est bien normal, dans son congélateur. J'en veux pour preuve cette photo d'un astronome chinois comparé à une créature étrange. Et j'en veux enfin et finalement pour preuve cet appareil que tout le monde connaît et qui n'est autre qu'un moyen de communication vers l'extérieur. Ça fait peur. J'en veux enfin pour preuve ce symbole si connu de vous tous, le yin et le yang chinois. Oui, me direz-vous, ce symbole d'équilibre. Je retourne ce symbole. Vous ne voyez aucune ressemblance? Donc, les Chinois n'existent pas non plus. Pour conclure, Dieu a peut-être créé le monde, toutefois s'il existe, néanmoins tout n'est pas chinois. Et les Chinois n'existent pas non plus, même s'ils sont partout. Très bien. Mais tout n'est pas non plus made in China. Mon stylo Bic, la tour Eiffel, la tartiflette ne sont pas made in China. Le code barre, la pomme pote non plus. Charles Baudelaire non plus, pas chinois. Et d'ailleurs, comment dire, les Chinois, je les critique beaucoup. Mais j'ai lu il n'y a pas longtemps dans une enquête du Figaro que grâce aux Chinois, nous économisions environ 200 € par mois. Et après avoir fait déblatérer, avoir perdu mes moyens sur ce peuple qui pourtant, avec sa culture ancestrale, mérite tout mon respect et aussi grâce à ces 200 € que j'économise chaque mois, devant cette culture et devant ce peuple, même s'ils n'ont pas tout créé, je m'agenouille. Je suis chinois. Ma veste est chinoise, mon stylo. Mon stylo est chinois. Mon pantalon est chinois, mes chaussures, messieurs du jury, sont chinoises. Ma tour Eiffel, si, monsieur Barbier, est peuplée de Chinois. Ma tartiflette est faite de pommes de terre venant de Chine. Ma pomme pote est emballée dans du chinois. Moi, ça me rend fou. Et ce n'est pas seulement moi. Tout un chacun aujourd'hui en France se rend compte de ça. Et ça l'interpelle. Et c'est normal. Et on va pas les blâmer. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc vous faire fermer les ordinateurs, s'il vous plaît. J'ai oublié de remercier les sponsors que j'ai bien blâmés au début, mais je n'ai pas de blague aujourd'hui sur les sponsors, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, un exposé en 2 parties. La première se divisant en 3 sous-parties. La deuxième n'ayant pas de sous-partie, puisqu'elle est une liste. Voilà. Alors écoutez, après cette introduction, je vous ai fait croire que j'étais pour, mais en fait je suis contre. Contre, oui, même si on ne m'a pas demandé d'être pour ou contre, je suis contre cette idée que Dieu créa le monde et que le reste c'est made in China. Nous sommes en France, monsieur Barbier. China se prononce China, comme je sais ce qui se dit justice. On va arrêter un petit peu tous ces anglicismes à la... Voilà. Ma première partie sera donc, nous démontrons à nos enfants que tout est made in China. En fait, je l'expliquerai ici de manière plus simple, tout égale Chine. Ah bon, voilà. Ma deuxième partie étant, ce n'est pas vrai. Ma première sous-partie ici sera une explication métaphysique.
Ma deuxième non mais vous inquiétez pas, c'est pas chiant du tout. Ma deuxième sous-partie sera une conclusion partielle. Non, elle n'est pas mal placée. Et ma troisième sous-partie sera une démonstration par l'exemple. Bon, c'est très mal écrit, mais vous le comprenez finalement. C'est du chinois, tout le monde le sait. Alors, première partie, donc, bon, à plaidoirie, introduction, à introduction, Internet. Je dois le dire, monsieur Barbier, j'ai utilisé les mêmes sources que vous pour mon introduction, donc je l'ai supprimé tout simplement. J'avais prévu de citer un blog Skyrock, une page Facebook, mais en fait simplement je préfère quand même, oui, parler simplement de cette référence. On trouve quand même cette citation, là je veux interpeller verbatim sur ce point, sur le blog de Rose, blog intitulé Written in the Stars, blog où l'on peut trouver d'autres punchlines du même acabit, tels que « Si tu bois un laxatif cul sec, il ne le restera pas longtemps. » Voilà, je vous laisserai donc méditer hein, sur l'intérêt de cette citation qui, comme l'a dit M. Barbier, n'a pas d'auteur, ce qui est moi-même assez surprenant pour une citation. Mais elle n'en est pas inintéressante pour autant. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Donc, nous disons à nos enfants que tout est Chine. Ah non, mais attendez, c'est pas du tout ça. J'ai inversé, alors voilà, ça va ici. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc, sur webjunior.net, site que je vous conseille de consulter même si vous n'êtes pas un enfant, on trouve ce petit texte qui titre « Pourquoi tout ou presque est fabriqué en Chine ?» Et j'aimerais donc partager ce texte avec vous pour vous montrer comment on traite les enfants aujourd'hui en France. La Chine, attendez, je vais m'adresser à quelqu'un comme si c'était un enfant. La Chine, est l'un des pays les plus importants de la planète, avec une population de plus d'1 milliard de personnes. Il est donc logique de trouver dans le commerce de nombreux produits fabriqués par ce grand pays, d'autant qu'ils sont moins chers que ceux faits en Europe ou aux USA, États-Unis d'Amérique. De plus, de nombreuses entreprises européennes, françaises notamment, la France, ta maison, font fabriquer leurs produits en Chine car la main-d'œuvre, les personnes qui travaillent, les Chinois, habitants de Chine, est bien moins cher. Les salaires étant plus bas, ces sociétés préfèrent donc confier la fabrication de leurs produits à des usines qui leur reviennent moins cher, puisque nous sommes tous des requins. Ceci nous amène donc à constater que beaucoup d'articles, y compris de marques françaises, sont made in China, c'est-à-dire fabriqués en Chine. Eh bien merci, webjunior.net. Sur le même site, ce n'est pas pour les discréditer, on trouvera d'autres questions, hein, et on trouvera des articles titrant par exemple « Est-ce que paparazzi est un vrai métier ?» À quel âge peut-on sortir le soir tard? Puis-je tomber amoureuse de mon cousin canadien? Non, ma fille. Ça s'appelle de la consanguinité, même si ton cousin est à 7000 km. Ou encore, comment communiquait-on à distance avant le téléphone? Écoute, ma fille, demande à ta grand-mère, comme on disait, avec 2 yaourts et du fil au milieu. Pourquoi les parents décident de tout? Alors ça, c'est extraordinaire. Eh bien, ma fille, c'est parce qu'ils ne veulent pas t'écouter déblatérer tes bilbesés à longueur de temps, tout simplement. Et enfin, la Chine revient. Pourquoi en Chine, ce sont les enfants qui travaillent? Et je vous laisserai méditer seul sur cette question. Alors, voilà, les sources sur lesquelles nous trouvons cette citation ne sont pas le seul élément qui me permette de la discréditer. J'en viens à ma deuxième partie, ce n'est pas vrai, avec une première explication métaphysique. Je vais vous faire un dessin parce que la métaphysique c'est toujours plus facile en images. Dieu a créé le monde. Et les Chinois, de leur côté, ont créé le reste.
Le reste étant étoile, carré, triangle et je ne sais quoi. Comme me l'a dit mon copain Hubert ce matin, alors ça c'est un duel qu'on sait qui va le gagner. Hein. C'est vrai. Je vais les Chinois. L'un n'est pas de taille. Mais quand Dieu créa le monde, quand Dieu, messieurs dames, créa le monde, je vous fais simplement une démonstration qui s'appelle en fait en métaphysique la démonstration de la cause et l'effet. Le monde émana de Dieu, puis les civilisations émanèrent du monde. Les Chinois émanèrent du monde créé par Dieu, n'est-ce pas? Et puis les Chinois, grâce au monde que Dieu avait créé, eh bien, ont manufacturé des trucs. Voilà, c'est quand même incroyable. Bon, les Chinois de leur côté, comment ont-ils pu créer des choses à partir de rien? Ex nihilo. Je sais, monsieur Barbier, que ex nihilo veut dire à partir de rien, je vous remercie, mais on ne peut pas créer à partir de rien. Je ne peux pas, monsieur Barbier, faire apparaître votre barbe dans ma main. Je ne peux pas. Les Chinois n'ont pas pu créer le reste des choses que Dieu n'a pas créées. Tout simplement, c'était la démonstration métaphysique et je vous remercie beaucoup. Petit b. Conclusion partielle. Si les Chinois sont plus nombreux que Dieu, Dieu est quand même plus fort que tous les Chinois. Alors, Dieu égale 1. Bon, l'unité de Dieu sera controversée par de nombreux philosophes, mais nous allons la supputer ici. Les Chinois égale 1,3 milliard. Mais alors, comme je l'ai expliqué juste au-dessus, Dieu ayant indirectement enfanté des Chinois, Dieu est le père de la Chine. Donc le combat est gagné par Dieu, tout simplement. Petit c, si toutes les choses ne sont pas produites en France, au moins les plus importantes le sont, et je vous donnerai ici quelques exemples édifiants. Les charentaises cocooning de marque Chausson du Berry. Les coques iPhone Buzzbees, chat, avec chapeau haute forme, messieurs dames, et monocle. Les serviettes de bain roses, comme on les aime. Les chaussettes orange et noir Saint-Crespin. Les chaussettes Saint-Crespin. On adore les chaussettes orange et noir, et puis c'est tellement très mignon. Les moules en silicone mini cannelé, j'insiste auprès des bordelais dans la salle, j'ai un déclenché, monsieur. Les moules donc silicone mini cannelé qui existent en rose ou bien en vert, puisque c'est bien connu, les cannelés on les fait nous-mêmes, ce n'est pas difficile. Les spartiates, j'interpelle ici des filles de la salle, ce sont des chaussures, hein, de marque les sandales d'Hélène, puisque j'adore mettre des chaussures qui portent le nom de ma mère. Les stickers carte bleue, tout ça c'est made in France. California, fleur ou encore French flag, écrit en anglais. Alors ça c'est le meilleur. Des accroche-portes. Thème vaudou ou croque-mitaine. Parce que c'est vrai que quand on gagne moins que le SMIC par mois, c'est important d'acheter des accroche-portes. Surtout croque-mitaine. Bon, qu'est-ce que j'ai encore? Des boîtes à dents de marque Benelapus. Made in France, ou encore, alors je finirai avec cet exemple, des vélos pliants et dépliants de marque Mobiki à 1820 € l'unité, puisque pour plier son vélo, on met volontiers 1000 € de plus. C'est tout à fait normal. Et j'aimerais, pour finir, parler de Viviane, qui, pendant un mois, n'a acheté que français, s'est fait insulter sur le net, notamment par Louis Jiang, qui a appelé au racisme anti-chinois. Voilà, je vois que le temps est terminé, je vais donc finir par un simple poème. Dieu créa la Chine, la poitrine sibylline de ma voisine. Dieu créa la Chine. Attendez. La cuisine, l'aubergine, les ballotines balsamines. Dieu créa les Chinois. Ces sournois petits minois. Dieu provoqua l'émoi.
quand il enfanta des Indochinois. Dieu créa les Chinois, qui en tournoyant nous cassent les noix. Dieu créa les Chinois, qui même en Illinois font des tournois. Dieu créa les alpagas, les anacondas, les bamboulas. Il créa les geishas, Bouddha, les Sherpas et même le Nirvana. Tout cela ne furent pas créés en Chine, non. Tout cela, c'est Dieu qui les imagine. Amen. Vous vous remettiez de la tornade du puits avant moi. Bonjour à toutes et à tous, chers membres du jury, chers publics. Nous allons nous plonger à présent dans le sujet suivant. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Alors... Du coup, c'est très inhibant comme assertion. Parce que si Coco a raison et que de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent, alors à contrario, les plus chiants sont ceux qui l'ouvrent. Donc si je commence à vous parler, c'est que je prétends avoir quelque chose d'intéressant à vous dire. C'est très ironique pour une plaidoirie parce que, vous voyez, nous les plaideurs, dans cet exercice, nous brassons plus de vent que l'ensemble des éoliennes de la région Rhône-Alpes, mais tout en faisant mine d'être intimement convaincus par ce qu'on vous raconte. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais intimement convaincue que rien n'était plus semblable à l'identique que ce qui était pareil à la même chose. C'était mon sujet. Autant vous dire que ma plaidoirie respectait parfaitement l'adage sur les gruyères et les trous. Plus il y a de plaidoirie, plus il y a de vent, et plus il y a de vent, moins il y a de plaidoirie. Mais qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai gardé le silence? Non, je n'avais pas resté là, les bras croisés, vous contemplez tel un caïman opiniâtre en silence. Non, c'eût été extrêmement gênant. Gênant, le mot est prononcé. En 2015, on trouve le silence gênant. Voyez plutôt, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites le matin? La première chose quand vous vous levez, vous êtes tellement dérangé par l'absence de son, par l'absence d'arrière-fond sonore que vous obstruez vos tympans avec des écouteurs et que vous déversez sur votre âme affamée de décibels, force, podcast et musique électronique. Mais lorsque votre iPod tombe en rade de batterie dans le bus 4, vous êtes très content de trouver quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Ces êtres d'exception qui, eux, savent et font l'effort de combler les silences. Alors, mesdames et messieurs, pour les prochaines minutes, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais combattre les moulins à vent pour les moulins à parole et montrer que les personnes qui parlent pour ne rien dire le font inconsciemment et que, de facto, tous autant que nous sommes des parleurs illégitimes, potentiels ou avérés. Et que nous sommes friands des interventions vides de contenu qui, enfin, sont absolument essentielles dans nos sociétés postmodernes. Donc, reprenons. On attend de ceux qui n'ont rien à dire qu'au moins ils fassent l'effort d'être cohérents et ne disent rien. Mais ces derniers ne se sentent pas du tout concernés quand ils parlent, ils ont l'impression d'être très brillants. Tout à l'heure, je vous demande de prêter une oreille attentive à mon adversaire, qui va débiter un discours vaporeux avec une assurance absolument déraisonnable. En aura-t-il conscience? Non, la réponse est non. C'est un cas purement pathologique. Je vais prendre un autre cas d'école. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de débiter tout le peu de culture qu'ils ont. Vous pensez que c'est de l'esbrouf calculé? Eh bien non, ils sont simplement victimes du théorème des proches, absolument acheté par la NASA, le théorème scientifique qui veut que la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Prenons cet homme qui va rentrer dans une boulangerie et va commander un pain au raisin de la colère, une flûte enchantée ou encore des madeleines de Proust. Vous pensez qu'il s'en rend compte? Pas du tout, il fait seulement partie de ces gens qui déblatèrent sans arrêt. Mais mérite-t-il pourtant notre mépris? Mérite-t-il d'être qualifié de fléau? Parce que si absolument tout le monde s'accorde sur le fait que rien n'est plus désagréable que ceux qui parlent pour ne rien dire, eh bien paradoxalement, nous l'avons montré de nos jours, nous abhorrons le silence. Qui aujourd'hui aime le cinéma muet? Pratiquement personne, parce que le silence nous angoisse. Nous préférons Die Hard à Laurel et Hardy, Charlie's Angel à Charlie Chaplin et Ghostbusters à Buster Keaton. C'est comme ça. Mais notre comportement, mesdames et messieurs, a un fondement purement physiologique que j'ai découvert hier soir grâce à mon compte premium Noctissimo. Ça s'appelle la hantise de la privation sensorielle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la peur viscérale d'être privé d'un seul coup d'un de ses sens, pas forcément auditif mais aussi olfactif ou visuel. Et ça c'est quelque chose dont je peux vous parler à titre personnel parce que je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai des gros joues. J'ai des joues de hamster diabétique et donc quand je suis très heureuse dès que je souris, eh ben je deviens aveugle. Plusieurs fois par jour je suis victime de cécité sporadique et ça me plonge dans le noir et dans une anxiété terrible. Anxiété que je ne souhaite à personne et que nous évitons instinctivement.
Comment? Eh bien, je vais vous prendre un exemple situationnel. Tous ici, vous êtes brillants. Si, c'est pour ça que vous riez à mes blagues. Vous êtes brillants, et donc théoriquement, vous avez beaucoup de choses à dire. Mais maintenant, imaginez, au détour d'une rue, vous croisez Kevin, 1m90 au garrot, fan de l'équipe de foot de Lorient, que vous n'avez plus jamais revu depuis votre classe de CM2 à l'école des Bleuets. Il y a fort à parier que vous n'aurez pas grand-chose à dire à Kevin. Mais c'est trop tard, parce que Kevin vous a vu, alors Kevin fonce vers vous et Kevin vous aborde. Alors qu'allez-vous faire, mesdames et messieurs? Vous allez garder le silence et contempler Kevin de bas en haut? Non, vous allez faire comme tout le monde, vous allez prendre le premier sujet vide de sens qui va vous passer par l'esprit, la météo, les soldes, le programme du ministère de l'Éducation, bref, toutes ces choses exsangues de contenu mais qui ont le bon goût de combler les blancs. Vous l'aurez compris, nous sommes Kevin, tu es Kevin, je suis Kevin. Je suis Kevin en ce que je déteste les silences dans mon existence. Et de fait, je me livre à un babillage continu avec mes semblables. Mes semblables qui font comme moi, qui colmatent les blancs et remplissent les pauses et comblent les silences au moyen de leur prose. En cela, mesdames et messieurs, nous faisons tous régulièrement partie de cette catégorie absolument salvatrice qui est les gens qui parlent pour ne rien dire. Moi, personnellement, je les appelle les boucheurs. Pourquoi les boucheurs? Parce qu'ils bouchent absolument tous les trous dans toutes les conversations. Et est-il juste d'envoyer au bûcher les gens qui bûchent pour boucher? Je ne pense pas. Et parmi les plus grands boucheurs figure par exemple Cyrano de Bergerac, le saviez-vous? Oui, roi des bretteurs et des circonvolutions s'il en est. D'ailleurs, entre gens de bonne compagnie, nous connaissons tous la fameuse tirade « à la fin de l'envoi, je bouche ». Non? Je range avec grâce mon feutre, j'ajuste avec soin tout le bullshit qui me calfeutre, je jette des mots mécaniquement et peu m'importe si c'est du vent qui sort en continu de ma bouche, tant que je remplis tous les blancs et qu'à la fin de l'envoi, je bouche. Vous auriez dû vous faire petit. Que vais-je vous raconter, dindon? Un potin? Une contrepétrie? Mon séjour sur l'île d'Oléron sauront bien chez vous faire mouche? Car il faudra, dans ma plaidoirie, qu'à la fin de l'envoi, je bouche. Il me manque une rime en on. Vous baillez sous le coup de l'ennui? Ça me rappelle une anecdote bidon. Je brode, rajoute des couches, des banalités qui font qu'à la fin de l'envoi, je bouche. Rien de honteux, donc, à parler pour ne rien dire. Loin de nous déplaire, tous ces joyeux bavards neutralisent nos peurs les plus existentielles. Et pour célébrer la fin pérenne de toute privation sensorielle, je rajoute une dimension visuelle à ma conclusion. M'adressant à tous ceux qui n'ont rien à dire et que l'on cherche injustement à rabaisser. Même si on se paye votre pomme et que vous les rendez marteau à force d'ouvrir votre clapet, il vous faut persévérer. Car si ils se font les avocats du bon goût, les juges uniques du bien fondé de vos mots, croyez-moi, leur licence de droit n'a été décernée que par leur ego. Bonjour jury, bonjour public, bonjour Camille. Lourde tâche que la mienne ce soir. Parler 10 minutes durant, peut-être 11, d'un sujet qui ne m'évoque rien. Vraiment rien. Pas la moindre pensée. Rien du tout. Mais pour vous, jury, pour vos publics, je vais le faire. Je vais parler. Je vais parler et même mieux, je vais être agréable. D'abord par correction pour vous. Et ensuite, vous l'aurez compris, parce que cet énoncé est faux. Tout bonnement. Ça fait maintenant 2 semaines que mon camarade Théo descend dans l'arène tous les lundis soirs, raconter n'importe quoi pendant 10 minutes. Et voilà le sujet que l'on nous apporte. Alors, pour vous prouver que ce sujet est faux, je vais faire un plan en 3 parties. C'est la tradition. Partie 1, c'est faux. Partie 2, les gens qui se taisent sont désagréables. Et partie 3, de toute façon, tout le monde a quelque chose à dire. Alors commençons par la partie 1. La partie 1, c'est faux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables ne sont pas ceux qui se taisent. À titre d'exemple, quelqu'un qui viendrait vers vous, vous donner de l'argent sans raison,
serait plus agréable. Quelqu'un qui ferait votre vaisselle serait plus agréable. J'ai moi-même la chance d'avoir une femme de ménage excessivement bavarde, qui pourtant n'a pas grand-chose à raconter, croyez-moi. Et nous la conservons, cette brave dame. Nous la conservons. Nous y avons réfléchi, nous nous sommes dit, oui, on pourrait payer quelqu'un pour rester dans le salon sans rien dire, sans rien faire. Mais à quoi bon? Ce serait jeter de l'argent par les fenêtres. On paye déjà le million pour ça. Pas besoin de... Personne ne travaille à le million. Je me permets, à la fin je ne pourrais plus. Les gens aiment le bruit. Les histoires inconséquentes, farfelues, parfois mal racontées. Camille parlait du bus 4 ce matin, mais je la croisais, et pas plus tard que ce matin, dans le bus 4. Elle lisait avidement une anthologie de Guillaume Musso, préfacée par David Fuenquinos. Je ne juge pas, Camille, je ne juge pas. En tout bien, tout honneur. Essayez d'avoir une conversation avec un petit enfant de 7 ans, ou avec mon camarade Théo, qui n'est pas là aujourd'hui. Et vous allez voir, il va raconter n'importe quoi, hein, c'est prouvé. Mais à la fin, et c'est ça qui compte, vous aurez une histoire, sans queue ni tête, mais une histoire. Et c'est ça la beauté, c'est que c'est quand on n'a rien à dire qu'il y a de la véritable créativité. Car se taire, c'est être désagréable. Et donc là, vous l'avez compris, on passe à la partie 2. Se taire, être désagréable. Vous sentez cette tension là? Normalement ça devait durer 4 minutes. 10-20 secondes ça va suffire. Vous sentez cette tension? Vous avez été odieux avec moi. Rien. Voilà, le vide. Je suis tout seul. Merci, hein. Merci pour votre aide. Vous ne dites rien. Je ne dis rien non plus. Rien de secret. Et ça c'est triste. Ça c'est la tristesse. Je suis sûr que vous avez tous été debout un jour dans la rue à attendre un bus, il faisait froid, quelqu'un est arrivé vers vous et vous a dit « Il fait froid ?» Et vous êtes dit « Oui, en fait, il fait froid, c'est pas très intéressant, on le sait. » Mais ce qui est le plus important, et là, je tape du poing sur la table, ce qui est le plus important, c'est que vous vous êtes dit « Quelle est agréable cette personne à me dire qu'il fait froid ?» Et vous êtes allé plus loin, vous lui avez répondu « Oui, il fait froid. » Bon, donc d'une assertion complètement sans intérêt, on est passé à un échange méprisable. Mais c'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a là l'amorce d'une discussion. Car oui, une relation est née, amie pour la vie. Tout ça grâce à la météo. Et ça c'est la beauté, contrairement à ce que pourrait penser Coluche. Nelson Montfort a fait carrière là-dessus. Hein. Êtes-vous content d'être champion olympique? Écoutez, Nelson, ma foi, mi-figue, mi-raisin. Ça fait 4 heures que je cours sous la pluie. C'est vrai que c'est maintenant, plutôt qu'aller prendre ma douche, je vais aller épiloguer sur mon mal-être de champion. Non, évidemment que non. Personne n'a jamais répondu ça. Tout le monde a dit « Ouais, je suis super content. » Et pourtant, tout le monde aime Nelson. Tout le monde l'adore. Pas plus tard que ce matin, dans le bus numéro 4, j'ai croisé Camille, qui lisait avidement un recueil d'interviews de Nelson, préfacé par Nadine Morano. En tout bien, tout honneur, je ne juge pas. Là, vous comprenez, on passe à la partie 3. Tout le monde a quelque chose à dire. C'est vrai. Vous prenez un otage qui a passé 4 ans dans une cave en Colombie, vous le libérez, il va vous écrire un livre sur les 4 ans qu'il a passé dans une cave en Colombie. Et vous allez le lire en plus. Ça c'est triste, ça vous regarde. Même les muets ont des trucs à dire, alors qu'ils ne peuvent même pas parler.
le nain dans Fort Boyard. Il nous dit le nombre de clés qu'on a obtenues. Ah, il est peut-être pas muet, remarquez, je sais plus. Je sais pas si on peut être nain et muet. Ça commence à faire beaucoup, enfin bon. C'est possible, hein, normalement. La petite dame, qui n'est pas naine, hein, la petite dame qui fait les traductions de l'Assemblée nationale, pardon, à la télévision sur France 2. Le CSA a mené son enquête, ça n'a rien à voir avec les débats, hein, ce qu'elle raconte. Ah, mais... ah. La loi Macron, c'était des recettes de cuisine. Je l'ai ici, hein, c'était pommes sautées, steak haché. C'est pas Bocuse, hein, mais d'après les chiffres, normalement, elle est assez populaire hein, chez les sourds-muets. Et j'irai même plus loin, Je dirais que le système nous pousse à raconter rien. C'est vrai. L'épreuve de philosophie au baccalauréat, ils sont pas masochistes, vous savez, au ministère de l'Éducation nationale. Quand ils n'ont pas envie de travailler, ils ne le font pas. Hein. Alors croyez-moi, s'ils nous font rédiger des copies doubles et des copies doubles d'ineptie sur des sujets dont tout le monde se fiche, c'est qu'ils aiment les lire. Ils aiment les lire. Ici même, à l'EM Lyon, j'en ai fait la dure expérience. Le rattrapage du projet création d'entreprise. Non pas 20, non pas 40, mais 60 pages de sornettes sur l'entrepreneuriat à rédiger en Arial 11, pas 12, sans plagiat. Et Régis Gouget adore ça. Ah, il aime ça, il adore ça. C'est bien. Alors pour conclure, un petit poème, bref, en alexandrin. Il y a un vers qui est de Théo, hein, donc il n'a absolument rien à y faire, je suis navré, enfin bon. Sinon c'est pas co-signé, donc... Si tu ne me crois toujours pas, alors écoute bien. Plaider, c'est parler de tout, mais surtout de rien. C'est hausser la voix comme Jean-Jacques Bourdin. Je prends position, je défends mon bout de pain. Droite, gauche, mes mots sont comme des coups de poing qui te piquent à l'orgueil, tels des oursins. Mais qui est le plus ingénu, l'homme ou le chien? Ça c'est Théo. Laissez-vous convaincre par nos textes, surtout le mien. Applaudissez maintenant, vous oublierez tout demain. Cher public, mon amour, merci de venir m'écouter pour cette plaidoirie. La liberté est un système de déférence. Oui, Verbatim, tu es très fort, tu arrives à attirer les contraires. Moi qui devais m'opposer à Théo, une fois qu'on a reçu le message, on s'est envoyé un message sur Facebook, il m'a fait « tu as compris le sujet ?» J'ai dit « non, moi non plus ». Aucun d'entre nous n'a compris. Donc j'expliquerai dans une première partie en quoi ça consiste, parce qu'un mot comme ça rapporte pas mal au Scrabble, alors que je fais du droit, donc je sais un petit peu comment gagner des points. Mais d'abord, je vais m'intéresser à Charles Péguy. Je me suis dit, Charles Péguy, je n'ai jamais lu, je ne connais pas. Péguy, moi qui adore le Muppet Show, j'avais fait une blague sur Péguy la cochonne. Le problème, c'est qu'en allant sur Wikipédia, on ne trouve pas beaucoup de cochonnes dans la vie de Charles Péguy, car Charles Péguy a une vie assez ennuyeuse en général. Si vous allez sur sa page Facebook, vous verrez que Charles Péguy était un mystique. Donc un mystique, je ne sais pas encore à quoi ça sert, je ne sais pas si c'est un petit peu comme l'homme qui peut vous ramener la femme aimée ou faire gagner les examens, etc. Il était anticlérical puis catholique, et il était nationaliste, militant socialiste libertaire, donc je ne sais pas si l'un de vous connaît les militants socialistes libertaires, ce sont les pires, hein, ils parlent tout le temps de Charles Péguy, etc. Et enfin, il était fan de Jeanne d'Arc, donc un homme tout à fait fun qui devait être invité à toutes les fêtes de l'époque. Charles Péguy, aussi appelé Pierre de Loire ou Pierre Baudouin, je n'ai jamais lu un livre de l'un ni de l'autre, donc je ne sais toujours pas de quoi parle Péguy. Charles Péguy plutôt, n'aime pas la confusion, le désordre. Il considère que cela enchaîne, alors que Charles Péguy considère que l'ordre, l'organisation, la rationalité libèrent. Donc oui, ça devait être quelqu'un de très très fun. En revanche, j'ai trouvé sur la page Wikipédia de Charles Péguy une phrase très drôle que je vous lis. Un autre philosophe, Damien Leguet, considère lui aussi qu'il est urgent et plus que nécessaire que jamais de lire Péguy, entre parenthèses, scandalement banni des programmes scolaires. On se demande vraiment pourquoi, quand on voit qu'il écrit des choses comme ça, comme si c'était normal.
Enfin, il y a une autre chose qui est assez fun sur Charles Péguy, c'est que c'était un grand amateur du duel au pistolet, que je trouve qui est une pratique que l'on perd. Aujourd'hui, on verrait beaucoup plus de choses avec un duel au pistolet. Tu me passes devant dans la file de la cafette, rendez-vous devant l'amphi IBM, et amène des témoins. Donc, commençons. Cette petite plaidoirie, je vais commencer pour faire un petit plan que vous n'allez pas comprendre, bien entendu, parce que je n'aime pas faire des plans logiques. Le premier sera liberté et système de que quoi. Donc, parce que personne n'a compris exactement ce que ça voulait dire, le système de déférence. Partie 2, Desgremont, Clément Desgremont. Le Big Four est-il un nid d'agents secrets? On verra avec M. Cochet si c'était un nid d'agents secrets. Et Grand 3 s'appelle, en souvenir de mon week-end, Désolé pour hier soir, Hamlet et les limbes du Pacifique. Donc tout sera expliqué, vous verrez. Donc première partie, parlons donc de qu'est-ce qu'un système de déférence. Alors je vais vous faire un petit schéma, c'est la partie la plus ennuyeuse de la plaidoirie de loin, puisque le mot déférence est assez compliqué à définir. Donc le déférence, c'est l'idée de respect, alors je vais faire juste les lettres, considération, galanterie, vénération, servilité, de moi envers les autres ici, et des autres envers moi. Donc voilà, comme ça. J'entends déjà M. Koch fulminer au fond et dire « Mais voyons, si on commence à parler de respect, de galanterie, d'humilité, etc., ça c'est pas la liberté. » Eh bien si, mon cher Théo, non, je vais te prouver que la liberté a quelque chose à faire là-dedans. Passons à la suite. Donc qu'est-ce qu'un système de déférence? Eh bien tout simplement, le système de déférence, c'est ce que vous vivez au quotidien. Lorsque vous êtes avec des gens, vous vivez dans une sorte de respect, une sorte de considération, parfois de galanterie, n'est-ce pas, comme on peut le lire souvent dans un petit journal de cette école où on répertorie les gens qui s'embrassent, la vénération et parfois la servilité, il faut l'avouer, car vous n'avez beaucoup d'entre vous pas commencé à faire des stages, vous verrez en stage bachelor, la servilité existe de certaines façons. Donc c'est assez important quand même de vivre dans un système de déférence, parce que ça peut aider, en asso ça peut aider, envers ses professeurs un peu de déférence ça peut beaucoup aider, ça peut aider notamment à avoir ses crédits de CPS, envers son teaching assistant aussi, car encore une fois c'est moi qui corrige vos copies, des étudiants en droit, soyez gentils avec moi, des fois j'aime beaucoup le café par exemple. Et aussi envers les MBA, car vous savez très bien qu'on reçoit régulièrement des messages pour dire d'arrêter de leur bouffer leur pain au chocolat. Mais méfiez-vous, car le jour où vous croiserez un MBA lors d'un entretien de stage et qui vous reconnaîtra pour avoir bouffé sa danette, vous verrez comment ça se passe. Partie 2, nous enchaînons après que j'ai défini ce qu'était qu'un système de déférence. Desgremont, Clément Desgremont, le conseil est-il un club d'agents secrets? Alors, voici mon argumentation pour cette partie. Je considère, c'est pour ça que je défends le pour d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, je considère que c'est justement parce que l'on vit dans ce système de déférence que l'on est capable d'exprimer qui l'on est. C'est parce que l'on a envie de considération, de respect, de galanterie, la chair est faible, la servilité et je ne sais plus la vénération, que l'on crée sa personnalité, qu'on a créée envers les autres, que l'on veut exprimer une image envers les autres. Moi-même, par exemple, un de mes plus grands rêves est de devenir agent secret, vous commencez à voir le lien, et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'exprimer une certaine image de l'agent secret dans ma vie quotidienne à l'EM envers vous, et pour exprimer ces sortes de respect mutuel, de considération. Donc, Clément, es-tu James Bond? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Ce matin, je suis arrivé non, c'était pas corporate finance, c'était en comptabilité financière. Et tel Daniel Craig, j'ai plissé les yeux, j'ai fait « Je ne comprends pas la mission. » Je me suis tourné vers la James Bond girl à la droite, j'ai fait « Je ne comprends toujours pas la mission. » Elle m'a regardé, elle n'a pas compris. C'est parce que James Bond est toujours un homme incompris. Deuxième occasion, et là j'ai oublié un de mes accessoires qui va me servir un peu plus tard. En mission, lors de mon année bachelor par exemple, j'ai eu quelques soucis d'absence pour un cours que je valide, et j'ai dû aller dire bonjour à notre fameuse responsable du programme bachelor, Madame Goudron-Kiefer. Et Madame Goudron-Kiefer, certains d'entre vous le connaissent dans le jury, pas tous, a un fort accent allemand. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis allé voir dans son bureau, elle était comme ça, elle sur sa chaise, elle s'est retournée, elle m'a fait « Monsieur Desgremont, je vous attendais. » Monsieur Desgremont. Finalement, j'ai réussi à pouvoir faire déconfirmer mon absence. Autre exemple de comment être un agent secret à Lyon, comment vivre mon rêve, tout simplement l'idée d'une mission, bachelor indique tout, et bien entendu les Career Days. Qu'est-ce que les Career Days sinon qu'un rassemblement de gens en costume qui s'affairent à se donner des papiers, essayer de choper des stages,
et je me retrouve dans la salle de reprographie et encore une fois, un agent secret chinois a saboté toutes les imprimantes. Impossible d'imprimer quoi que ce soit. Merci. Mais en revanche, il n'est pas tous les jours facile de pouvoir vivre cette vie d'agent secret. Par exemple, moi dans mon cas, à la cantine, lorsque je demande un café noir, viril, mystérieux, Anne ne comprend pas et me demande si j'ai mon badge. Et de même, lorsque je demande un martini en SAT, on me le refuse. Alors je passe rapidement en deuxième partie car la roue tourne. Désolé pour hier soir, Hamlet et les larmes du Pacifique. Donc je passe à une partie un peu plus sérieuse de ma plaidoirie. C'est une partie sur... excusez-moi, je vais lire très rapidement. Pour les autres, c'est parce que l'on est enclin au partage, on est enclin à l'amour envers les autres, à la considération, au respect, que l'on peut devenir qui l'on est. Parce que j'ai parlé de la partie moi, de qui veux-tu être, mais bien entendu, dans ce système de déférence, il y a avant tout les autres. Exemple typique d'un personnage de tragédie qui lui est en dehors de ce système de déférence, Hamlet. To be or not to be, that is the question, bla bla bla. Hamlet est en dehors du système de déférence. Il n'a plus enclin, il n'a plus de compassion, il n'a plus d'amour, il n'y a plus de galanterie, parce que Hamlet a oublié, parce qu'il jouait un personnage, parce qu'il voulait être ce personnage, il a complètement oublié ce que c'était d'être dans la déférence envers les autres. Autre exemple, et c'est dur, c'est vrai, c'est dur d'être dans ce système-là. C'est dur d'être dans la relation réciproque de moi envers les autres, d'essayer d'être dans le respect, dans la considération, mais c'est ça qui rend libre. C'est d'être avec les autres, c'est de vivre ensemble qui peut rendre libre. Autre exemple, et d'un livre que j'aime beaucoup, et c'est là que je passe à Vendredi ou les larmes du Pacifique. Dans Vendredi ou les larmes du Pacifique, lorsque Robinson arrive sur l'île de la désolation, il est complètement perdu, il refuse d'y rester, puis il la transforme en speranza, l'espoir. Mais il reste seul. Seul, Robinson n'a pas d'avenir, parce qu'il ne peut pas, il ne peut absolument pas vivre avec d'autres, il ne peut pas exprimer qui il veut être, il ne peut être personne. C'est lorsque Vendredi arrive, alors que Robinson essaye d'abord de le martyriser, que finalement il se rend compte petit à petit que c'est avec les autres que l'on peut arriver à la déférence, que l'on peut arriver à savoir quelle est sa personnalité. Donc c'était ça que je voulais exprimer avec vous, et je pense que les plaidoiries du manager, c'est cette idée-là. C'est nous, quand on fait cette plaidoirie avec tous les autres candidats, quand on vient devant vous, quand on fait cette plaidoirie, c'est une partie de nous qu'on exprime. On exprime des plaisanteries, bien entendu, mais aussi des messages qu'on a envie de faire passer. Et on le fait pour vous faire rire, pour faire réfléchir, pour vous donner de l'émotion parfois. Mais c'est aussi ça qui nous permet à nous d'exprimer qui l'on est et de l'exprimer avec vous. Donc oui, je pense que la liberté, ce qui peut me rendre libre, moi, c'est ce système de déférence à partager avec vous. Merci de votre attention. Tu vois, public, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui connaissent la signification du mot déférence et ceux qui, comme moi, n'en ont absolument rien à cirer. Et toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, non, bref, enfin, nous, peuple de l'OM, avons horreur de ces mots de vocabulaire pompeux qui viennent créer la discorde parmi nos rares et fragiles neurones. Et qui, pour certains, rappellent de douloureux moments de préparationnière. La liberté est un système de déférence. Mon Dieu, mes verbatim, où sommes-nous, allons-nous se fumer? Je reconnais cette odeur de bouse de jouy en Josias. Josias, plutôt, je dirais. Nous ne sommes pas aux Jeux d'HEC. Je ne peux donc pas approuver ce genre de sujet. Nous, à l'OM, ce qu'on aime, c'est le terre-à-terre, le terroir, par le théorique. Ce qui nous fait vibrer, c'est des discussions endiablées sur le JT de 13h. Des discussions, des débats de fond sur la crise de la terrine dans le Vercors. Pas une dissertation théorique sur la liberté. Non. Nous donner un tel sujet et avoir en plus le culot de nous dire « sujet libre ». Comment vous dire? C'est absolument de mauvais goût, c'est un peu comme dire à un cul-de-jatte « si tu veux, tu peux aller prendre l'air et te dégourdir les jambes ». Non. Non. Mais bref, passons, trêve de critique. Je ne saurais faire une plaidoirie salée en cassant du sucre sur le dos de verbatim. Loin de moi l'envie de vous faire monter la moutarde au nez et de vous contraindre à hausser le teint, bien que je fasse partie de cette confrérie qu'on appelle les épiciers. Ça doit être délicieux. J'ai bien conscience que ce n'est pas en agissant de la sorte que le serial plaideur que je suis va obtenir le précieux sésame des demi-finales. Mais voilà, si verbatim désire que le provincial du Nord-Est que je suis devienne le rôle
devienne plutôt le petit Parisien de merde d'HEC, eh bien soit, vous l'aurez voulu. Tu l'as eu verbatim. Exit Théokopf, exit le petit campagnard Guiret de Metz. Bienvenue au plus pédant des pédants. J'ai nommé Jean Archibald de Kopf du Guet-Taché de la Mésange Malade. Bonjour mesdames et messieurs les jurés. Bonjour Lyon Business School ou EM Écully Business School si on s'affaire un peu plus à la géographie. C'est un immense et incommensurable plaisir que de pouvoir plaider devant vous aujourd'hui, que de quitter le podium des écoles de commerce, ne serait-ce qu'un court instant, pour pouvoir apporter sous le feu des projecteurs un peu de lumière et d'espoir dans les ténèbres culturelles de cette pauvre province. J'adore faire du social. Le cœur sur la nappe. Mais ne me remercie pas, je rougis. Contrairement aux apparences, les dieux apprécient aussi le contact des mortels. Et puis après tout, il faut bien que les géants se pèsent de temps en temps pour que les nains se jugent sur leurs épaules. Non, je vous en prie. Inutile de m'offrir un bouquet parce que je vous fais une fleur. Je ne suis pas ce genre de narcisse qui aime se faire complimenter, bien que j'aime la compagnie des belles plantes. L'heure n'est cependant pas à la rigolade, car la situation est grave. Votre vie a beau vous paraître rose, elle n'est pourtant que chrysanthème sur le tombeau de l'intelligence. Malraux, si tu m'entends. Mais passons ce constat un peu déprimant et analysons les termes du sujet. Oui, car il faut bien faire une analyse. La déférence, mes amis, est, par définition, une marque de respect et d'admiration envers autrui, poussant à accepter les désirs et volontés de celui-ci. Avant de continuer, je voulais vous dire, je sais que vous n'êtes ni ingénieux ni ingénieur. Je sais que vous avez beau être à 100 mètres de centrale, vous êtes à des kilomètres d'être intelligent. Je sais que votre QI se mesure en octets, que ça rame dans votre petite caboche et que vous êtes un peu dur de la disquette. Je sais bien que vous n'avez pas la fibre pour ce genre de réflexion, ni que vous n'êtes dans l'optique de m'écouter, et qu'on n'est pas sur la même fréquence. Je sais qu'on vit à HQLI et qu'on n'a donc pas la 3G, mais on va traverser cette étape ensemble. Du coup, pour illustrer mes propos, et vu que vous aimez bien les clichés, on va prendre une image qui peut-être vous donnera le déclic. Tu peux prendre la photo à ce moment où je dis déclic. Voilà. La différence, c'est un petit peu ce qui explique pourquoi, malgré ton Master in Degree in M&A with an experience internship in private equity, tu vas quand même chercher le café pour ton patron. Oh, j'ai vu une étincelle dans ton regard, oui. Un sursaut d'intelligence. Surfons là-dessus et continuons sur le deuxième terme du sujet, la notion de système. Système qui renvoie l'idée d'un ensemble, d'une mécanique dans laquelle se créent des interactions multiples, ceci dans un cogito préalablement défini par les codes sociaux. Bon sang, j'ai vraiment l'impression de parler latin. Le premier rang a failli faire un AVC. Ça. Tant pis. Pour ceux qui sont encore avec moi, nous continuons. Show must go on, comme dirait Freddy, le service Pôle emploi de Lyon. Mais alors vient la question fatidique. Peut-on vraiment assimiler la liberté à un système de déférence? Je ne le pense pas. Comme le disaient les Sex Pistols, qui certes étaient des punks à chiens mais avaient le mérite au moins de n'être les chiens de personne, no future, fuck the system. Cette citation souligne ici la lourde connotation péjorative que véhicule le mot système, qui renvoie aujourd'hui de nos jours à l'idée d'un environnement qui conditionne les pensées et le comportement des individus et qui les propulse dans le même moule, les rend cons comme une huître et mous comme des bigorneaux. C'est à quoi je veux en venir, mon cher public, c'est que la vie de déférence que nous menons aujourd'hui n'est qu'en réalité une vie de révérence. Une vie est régie par des références, de brèves errances, des usages et des codes rances. Ça fait beaucoup de anse, je sais. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'on ne peut pas assimiler la liberté à un système, quel qu'il soit. Le système est aliénation. Bien, après cette brillante démonstration qui, je le sais, vous a absolument impressionné, il subsiste néanmoins une grande interrogation. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, ce n'est pas boire de la bière, non. Qu'est-ce que c'est? D'aucuns pourraient croire en mon omniscience
Je ne suis cependant qu'un simple philosophe et je ne prétends pas prôner la grande vérité. Je sais que je suis exceptionnel, mais je ne suis quand même un petit peu modeste. La liberté, c'est tout simplement être soi-même. Et oui, Jamie. Au-dessus des autres, se moquer du reste et prendre de la hauteur. Alors oui, je sais que venant de moi, qui suis un peu au-dessus de tout, au sommet, ça paraît un peu facile de dire de prendre de la hauteur. Mais je vous jure que, même dans l'esprit du plus bas berger de votre troupeau, on peut trouver de la grandeur. Et n'ayez crainte, mes petites brebis égarées, je m'en vais vous parler de mon secret de la vie, qui va vous permettre de quitter le troupeau et de ne pas devenir un mouton. La vie, voyez-vous, est un théâtre de la cruauté. La vie est une arène. Nous sommes tous le gladiateur de notre existence, et il n'appartient qu'à nous d'arracher cette liberté. Oui, l'épée de Damoclès qu'est la mort pèse sur notre misérable existence. C'est pourquoi il faut vivre sa vie en tant qu'acteur avant qu'elle ne perde son tranchant et ne devienne rasoir. Il vous suffit de saisir le glaive ou la fourche, vu que vous êtes des campagnards, et de briser vos chaînes. Cependant, je sais, les entraves sont difficiles à rompre, mais heureusement, de grands hommes sont là pour nous le rappeler. Saint Bouba dit que Dubois de Boulogne disait dans l'un de ses mystères: moi et mes reis, on va sur la lune, amuse-toi bien en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, je pense que Bouba a compris ce que je voulais dire. Merci, Bouba. Bouba est un homme libre, affranchi des dictats de la langue française et qui se moque bien des usages de la société. Quelques fouines iront dire qu'il n'est que locataire, mais ce ne sont que les jaloux qui ne voient pas que de sa vie il est cependant bien propriétaire. Bref, public, la liberté se retrouve dans l'authenticité de soi, l'authenticité des relations et se perd dans le rôle. Je quitte sans plus tarder cet habit de contrainte qui, certes, ne fait pas le moine, mais m'a fait paraître bien con. Fini le marche ou crève des plaidoiries, je quitte le systémique. Bonjour le marche ou rêve, je m'improvise homme utopique. Libre à vous désormais de juger si, à défaut d'avoir été déférent, ou déférateur si vous m'autorisez le néologisme, j'ai tout de même réussi à être convaincant et fédérateur. Merci. Ma chère Julie, mes chers compatriotes, me revoici sur scène pour une troisième fois. Alors que la fin des plaidoiries approche, à une semaine d'ici, j'ai vécu le pire. On a essayé de me tirer dans les pattes, de me décourager. D'aucuns ont même prétendu qu'il n'y aurait aucun lot à la clé. Ou pire encore, que le billet d'avion s'accompagnait de frais d'aéroport inaliénables. Je me suis donc posé 1000 questions. Fût-ce moi que l'on cherchait à atteindre? Fût-ce le concours en lui-même? Fallait-il que je prévince les autorités compétentes, que je défisse moi-même ces subreptices manigances qui s'inséraient dans la compétition? Allais-je me laisser ronger par l'angoisse, par la peur, par l'horreur, par la dépression? Fallait-il que je visse l'anarchie s'installer au sein de cette école et décider des bons vouloirs et des ambitions de chacun? Je ne crois pas. Me revoici donc ici pour un nouveau tour dans un nouvel amphi. Un amphi grand, un amphi bien. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ne soyez pas avares et dans ce nouvel amphi triomphe les Molières que vous décernerez. Les utopies sont au modèle ce que le métissage est à la reproduction. Une chance de créer la différence. Ce sujet étant libre, c'est-à-dire non imposé, je me suis donc d'abord demandé s'il était possible de réfléchir au sujet, d'y contribuer. En effet, nous le savons tous, un sujet non imposable n'est pas un contribuable. Puis j'ai compris que ces considérations matérielles n'intéressaient plus personne, que comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, elles nous aveuglent et ne nous voient que des ombres. Elles nous font oublier que c'est ce sujet lui-même qui est une chance de faire la différence. Ma chance de faire la différence. Elle nous faut oublier que ce sujet est la terrible occasion pour moi de combattre mes amis de toujours, mes deux compagnons d'antan. Elle nous faut oublier que c'est aujourd'hui un fratricide que je commets. Un fratricide que je ne peux manquer devant l'arme que me brandit Julie, cette reine du poignard, cette Dag Queen qui me cette Dag Queen qui me charitable sur sa victoire. Eh bien, je ne vais pas me laisser faire. Et je me bats dans les règles de l'art.
de l'art, oui je crie, je crache le mot l'art sur les présupposés du sujet. Et j'ai l'espoir qu'à l'issue de ce bon duel, on conserve ce qui fait de nous des modèles, notre différence. J'ai donc décidé de traiter le sujet à ma manière, à la hâte. J'ai décidé de trouver le fond du problème. Ainsi, je m'isolais 2000 minutes pour concevoir un plan artificiel, non. Et pas non plus d'un plan tiré par les cheveux, je ne voulais pas d'un plan capillaire. Non, un vrai plan, un plan que ton ambition ne saurait dévorer. Il s'agirait d'abord pour moi de vous montrer pourquoi ce sujet est un artifice. Ensuite, je vous montrerai en quoi l'utopie, elle, permet vraiment de faire la différence. Et enfin, nous verrons pourquoi moi, je suis utopie. D'abord, cette assertion est une mascarade, un artifice. Elle tente, par le présent de réalité, de nous faire croire à son énoncé. Les utopies sont, au modèle, ce que le métissage est à la reproduction. Toute la structure repose donc sur le postulat que le métissage serait une chance de faire la différence au sein du système de reproduction. Mais de quelle reproduction parle-t-on, mademoiselle Soubigou? Parle-t-on de la reproduction du modèle social qui nous est totalement inconnu en école de commerce? Parle-t-on de la reproduction d'œuvres, du copier-coller qui nous est totalement inconnu en école de commerce? Parle-t-on de la reproduction animale qui nous est... Eh bien, rien ne nous l'indique. Et même si c'était le cas, oui, le métissage à court terme permet d'insérer des populations, d'insérer des pratiques, des choses inconnues dans un ensemble homogène. Mais existe-t-il seulement ce métissage? Métissage, oui, métissage de quoi? Par exemple, en école, marie-t-on Hervé et Yasmine? Marie-t-on Marguerite et Eduardo? Marie-t-on les tissus sociaux? Eh bien, vous êtes à droite, mademoiselle Soubigou. Mais voilà là des propos encore plus à droite. Et si nous n'avions ne serait-ce qu'une chance qu'il existât ce métissage, ne croyez-vous pas qu'il aboutirait à terme au visage identique d'une classe sociale unique, unifiée? Oui. Et diriez-vous encore ensuite que le métissage ait la chance de faire la différence dans ce tissu homogène qu'il a lui-même créé? Il empêcherait tout simplement que les mariages entre les Jean et les Marguerite Duras, mais il éviterait, c'est vrai, au moins, que les pères fourrassent leur nez dans les mariages de leurs enfants. Je dénonce donc ici, sans subterfuge et sans faux fuyant, le responsable du mal dont meurent la République et la liberté, la verbatim. Mais je vais essayer de calmer le jeu, ne pas m'excéder, ne pas m'exciter. Et après avoir montré la mascarade, l'artifice qu'est ce sujet, je vais essayer de discerner au moins ce qu'il nous apporte. L'avènement de l'utopie. Oui, l'utopie, elle, nous permet bien de faire la différence, de mettre en valeur le meilleur. Et ce sera ma deuxième partie. Lorsque Thomas More, que nous ne pouvions pas ne pas citer, crée la cité d'Utopia, il crée un lieu où l'ordre social et les rapports individuels reposent sur le respect, la discipline. Dans ce livre de cet auteur anglais, l'anglais est intéressant. D'ailleurs, Thomas More, plus que quiconque, connaît les difficultés sociales de son époque, d'un royaume désuni par une ruralité en pleine mutation, une ruralité qui fluctua, qui fluctuat nec merditur. Et dans ce livre, ça tire de tous les côtés. Voilà la cité que nous propose Thomas More, fine analyse. Voilà la ville que nous crée Thomas More, tel d'autres avant lui. Voilà le débat que nous ouvre Thomas More, pion de son époque. Vous ne me croyez pas, mademoiselle Soubigou? Ah oui, ah oui? Allez-vous mentir à l'utopie? Allez-vous mentir à l'histoire? À Thomas? À mort les contre-vérités. Et même si on en rit, le conte est un bon moyen de monter au filet, de reprendre la balle au banc, de nous faire avancer, de nous rendre différents pour nous rendre meilleurs, de me rendre meilleur. Voilà pourquoi je vais vous conter mon histoire, mademoiselle Soubigou. Je vais vous conter mon temps. Et ce sera ma troisième partie, parce que mon temps est compté. Car oui, je suis un homme à compte.
Je suis un homme affable. Affable de constater que tout se ressemble, mais friand de faire la différence. Et c'est bien là ce que je souhaite démontrer par ce sujet libre. Car je crois en l'utopie, je crois aux idéologiques. Par exemple, je crois que la France est une mère pour tous, qu'elle donne tout ce qu'elle a, toute sa conscience, toute son envie, tout son amour à ceux qu'elle range sous sa loi. Par exemple, je crois en cette école, je crois en mes amis, oui, je crois aux autres. Je crois demain, je crois aujourd'hui, je crois hier. Je croisade des Templiers, les Templiers d'une nouvelle pensée, celle de croire à ce qui nous dépasse, à ce qui nous couvre et à ce qui nous fait. Enfin, comme disait René Cassin, prix Nobel de la paix, la reconnaissance à tout être humain, fût-il étranger, d'un minimum imposant des droits fondamentaux, constitue néanmoins la base. En tannant le cuir de ces mots, Cassin rappelle l'essentiel. L'utopie fait des différences une force. Mademoiselle Soubigou, vous ne me croyez pas? Julie, est-ce là ce que vous pensez de moi? Julie, est-ce là ce que vous voyez de moi? Julie, piétre image de moi. Mais, tant pis, puisque sous le sceau de l'utopie, par la puissance de ces lourds instants, moi, je défends ce qui fait de chacun la noble partie d'un tout, la différence. Merci. Mesdames et messieurs du jury, verbatim, cher public, bonjour. Paul, pardon. Cher Paul, bonjour. Alors aujourd'hui, par Ravioli, c'est sujet libre. Sujet libre. J'avoue que j'ai été surprise en ouvrant mon courrier électronique. Sujet libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi là devant vous? Est-ce que ça veut dire que tout est permis? D'aucuns auraient utilisé leurs talents sportifs ou musicaux pour s'exprimer sur le sujet. Malheureusement, je pratique la natation synchronisée et je débute le corps de chasse. Je vais donc m'en tenir à ma plaidoirie. J'avoue qu'un autre élément m'a fait changer d'avis. J'avais hâte. Volate. Le serial plaideur des PDM 2015. Ainsi, j'ai décidé de ne pas assumer ma différence et de m'en tenir à un exercice assez classique. Monsieur Hatt, habitué des plans géométrico-arithmético-rigides, je vais donc revenir à mes racines de prépa littéraire. Oui, je suis une espèce en voie de disparition et je vais y mêler un peu de logique intelligible. Construisons ensemble, mesdames et messieurs, un monde meilleur. Un monde où tout le monde validerait Corpofi. Un monde où personne ne toucherait au portefeuille de Monsieur Beltente. Un monde où Régis Gouget serait un modèle de réussite entrepreneuriale. Un monde finalement où tous les membres de ce jury voteraient pour cette plaidoirie. Un monde parfait. Tel le titre de la chanson d'Ilona, je cite, « Un oiseau, un enfant, une chèvre », fin de la citation. Merci donc, verbatim, pour cette analogie à 4 temps. Je m'essaye moi aussi, Paul, aux mathématiques. A est à D, puisque là ça va. Ce que C est à D, X, Y, etc. Donc laissez-moi m'adonner au plaisir de cet exercice rhétorique. Par exemple, l'anus d'une chèvre est à Monsieur Seguin ce que le M-lion est à mon portefeuille. Arrêtons les palabres, mais tissons le fil rouge de notre réflexion en interrogeant le sujet. Les utopies et le métissage créent-ils finalement les mêmes différences? Pour répondre à cette question, nous interrogerons les plus grands rêveurs de ce monde, et je ne parle pas seulement de José Bové et de son monde sans McDonald's. Enfin, dans un twist final endiablé, nous titirons quelque peu ce sujet, un tantinet bien pensant, à travers un second axe, un deuxième axe. Utopie et métissage créent peut-être la différence, mais ceci est-il vraiment une chance? Commençons.
Définition d'une utopie selon Saint-Larousse. Une réalité difficilement admissible, comme je le fus jadis à Lyon Business School. Allons plus loin et prenons un auteur jamais cité dans ce genre de sujet, hein, monsieur Thomas More, est enterré à Londres après une altercation quelque peu violente avec son roi d'alors, Henri VIII, qui le fit décapiter. Thomas était un londonien sans histoire. Déjà dans les bons papiers de Monsieur VIII, il se mit en tête, tant qu'il le pouvait encore, de coucher ses observations sur la société de son beau roi par écrit. Le temps pressant, la plupart de ses amis n'ayant déjà plus la tête sur les épaules, il élabora l'ouvrage dont je vais vous parler un instant. Utopia. Telle la dernière pétition contre le cours de supply chain, ce texte était éminemment politique. Il se voulait rempart contre l'intolérance de Monsieur VIII. Mais Henri, tu dors? Non, puisque sa réaction ne tarda pas à se faire douloureusement ressentir. Revenons au texte et expliquons. Le personnage principal de Thomas More, Utopius, arrive à Abraxa. Alors Abraxa, je vous avoue, je ne connaissais pas, je me suis dit voilà, ça ressemble un petit peu au nom de mon antidépresseur. Voilà, ça c'est grave. Mais non, en fait, Wikipédia m'a appris que c'était donc la terre sauvage où Utopius arrive. Tel Narcisse moderne, il l'appelle Utopia. Il y fonde une société parfaite, un havre de paix moderne, qui est donc fondée sur les principes de l'apprentissage des mathématiques, des belles lettres, 6 heures de travail en commun par jour, repas pris à la même heure, bref, grosse éclate. Le texte de Thomas, loin de périr sur l'échafaud avec son auteur, en proposant une société différente de celle de l'époque, représente une première tentative d'évolution du modèle en place. L'utopie ici est donc créatrice de différences et de différences voulues. Maintenant les enfants, ouvrez vos manuels à la page 374, on continue avec un de vos meilleurs souvenirs de première, Candide. Oui Candide, avec ses 2 neurones. Vous savez Candide, celui à qui vous avez envie de dire pendant 200 pages, non Candide, le monde n'est pas gentil, le monde n'est pas beau. Oui Candide, les gens, parfois, réduisent d'autres gens en esclavage et même parfois ils vont jusqu'à les brûler sur des bûchers. Et bien Voltaire, avec ce personnage attachant, finalement, incarne la différence pour mieux la provoquer. Différence voulue donc. À présent, attaquons-nous au métissage. Sujet pentu. S'agit-il de la même différence? Revenons aux sources de ce mélange de couleurs chanté pieds nus par Yannick Noah. Brassage ethnique, social ou culturel, le métissage, c'est d'abord la différence. La différence, déjà, chromatique par rapport au géniteur, mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette différence est vécue et non voulue. J'ose imaginer que les parents du premier métis ne se sont pas dit, bah écoute, t'es noire, je suis blanche, il y a un truc à faire. Attendez, voyons ce que ça donne. J'espère qu'il y avait un minimum de spontanéité derrière cette conception, ou pour reprendre les termes du sujet, cette reproduction. Différentes différences donc que ce sujet explore. Mais si le métissage permettent, nous l'avons vu, de créer la différence, est-ce réellement toujours une chance? Dans certains cas, c'est évident, c'est une chance. Par exemple, moi, je suis métisse. Si, je suis métisse. Je suis franco-bretonne. Voilà, père breton, mère bourguignonne. Bon, bah, ça ne se voit pas tellement, mais là, je suis une différence. Je ne sais pas si je suis voulue ou désirée, mais en tout cas, j'incarne une certaine diversité ethnique entre Queen Yaman et baguette de pain. J'en suis assez fière. Mais pour étayer notre propos, prenons un exemple un peu plus évident et interrogeons Mélissa, métisse d'Ibiza, qui dit toujours dévêtue. Julien Clerc nous précise d'ailleurs qu'elle a les seins un peu pointus, ce qui ne semble pas le laisser indifférent dans son clip, visible sur Antenne 2, top 50 de l'année 1984. Mélissa, ici, a un métissage qui est clairement une valeur ajoutée, un atout non négligeable sur le mapping concurrentiel du marché des femmes de joie. Un véritable strength, ça vous parle, à ajouter dans la mise SWOT du produit. Nuançons cependant, pas la couleur de peau de Mélissa, mais notre propos. Si le métissage peut faire d'une différence une chance, ce n'est pas toujours le cas. Le mélange des couleurs, Yannick, c'est sympa, mais pour trouver un appart, ce n'est pas forcément évident. On a beau louer la différence, parfois on l'a reconduit à la frontière. Certains différents auraient donc peut-être envie de voler la vedette à Jean-Jacques Goldman et dire « mais je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances ». De la même façon, nous avons parlé de 1984, mais ce n'est pas que l'année du sortie de Mélissa, le tube
de Julien Clerc. C'est également le nom d'une dystopie orwellienne que vous connaissez bien. Les idéalistes, comme vous le savez, n'y finissent pas en grande forme, et ainsi rêver du meilleur des mondes n'engendre pas toujours la différence voulue. Finalement, le temps où toutes ces différences deviendront des chances, nous l'attendons toujours comme les navettes du mail. Voilà, cher jury, où nous amène enfin notre réflexion, à une proposition affinée du sujet que nous avons traité ensemble. Je me permets de coucher par écrit. Les utopies sont au modèle ce que le métissage est à la reproduction, une chance de créer les différences. Merci.